qu'il prenne la parole, qu'effectivement il allait annoncer ce couvre-feu à 18 h sur l'ensemble du territoire, dans toute la métropole, pour 15 jours. Couvre-feu qui, selon Jean Castex, serait utile dans les départements et régions qui l'ont mis en place, mais il y a autant d'études qui prouvent le contraire et qui disent que ces mesures en fait, de restriction des libertés, qui ne sont pas des mesures sanitaires, rappelons-le encore, la façon dont cette crise est gérée n'est pas gérée de manière sanitaire, mais de manière autoritaire. Eh bien, ces mesures-là ont un impact extrêmement limité dans la circulation du virus. Donc, pourquoi continuer à vouloir empêcher les commerçants de pouvoir travailler alors qu'ils ont déjà une année catastrophique derrière eux et que ça ne va pas changer? Pourquoi empêcher certains aussi travailleurs dans les grands magasins ou autres de pouvoir faire leurs heures? Ils ne pourront pas les faire, là aussi, un vrai problème. Pourquoi continuer de vouloir absolument désocialiser les Français? Parce que, rappelez-vous cette annonce de Stanislas Guerini qui parlait de l'effet apéro. Parce que pour ces gens de la République En Marche, bien sûr, les Français n'ont que ça à faire que de boire de l'alcool à partir de 18 h, parce qu'effectivement, c'est la fête. Les gens n'ont pas peur de perdre leur emploi. Tout va très bien, Madame la Marquise. On est vraiment dans un entre-soi, dans une gestion hors sol de cette crise. Ça continue avec ces conseils de défense où on apprend qu'Emmanuel Macron est toujours en colère contre ces ministres qui font n'importe quoi. C'est lui qui décide, in fine, de ce qu'il se passe. C'est lui qui est responsable de tous ces fiascos, de toutes ces pénuries. Là encore, ce soir, on a un Jean Castex très heureux, très fier de dire qu'en France, c'est contrôlé bien mieux que chez nos voisins, mais pas un mot sur le flop du début de la campagne de vaccination où nous sommes bien loin derrière nos voisins européens. Donc là encore, un satisfecit, une autosatisfaction pour continuer à casser le lien social, pour lutter contre le virus social, comme le disait Stanislas Guerini, c'est-à-dire lutter contre les Français pour leur bien, pour leur santé. Ça commence à bien faire. Je crois que ces mesures, en plus, ont montré toutes leurs limites, confinement, couvre-feu, etc. On attend autre chose que des privations de liberté, un état d'urgence permanent, de la surveillance totale, des PV à 135 € parce qu'on ne met pas un masque dehors, même quand on est tout seul dans la forêt. Ça suffit. Je crois qu'aujourd'hui, c'est flagrant que cette gestion est inefficace, première chose, et qu'elle est dangereuse pour la santé mentale des Français et des jeunes en particulier. Jean Castex qui n'écarte pas un reconfinement en cas de dégradation épidémique forte, ce sont ses mots. Est-ce que là, il prépare aussi les Français éventuellement un reconfinement ? Oui, bien sûr. Si vous continuez dans la petite musique, ce plan, tout est un peu graduel en France. Plutôt que de faire tout d'un coup et des mesures efficaces, on prépare, on essaye de voir, on essaye. Donc apparemment, on entend ça et là qu'il y aurait potentiellement un confinement qui arriverait à la fin du mois ou début février et pour un mois. Parce que tous nos voisins ont confiné, parce que évidemment, quand on sait que 200 cas par jour font partie du variant anglais, il y a une semaine, il n'y avait quasiment pas de variant anglais sur le territoire, donc la rapidité est là, on le savait. Il fallait, à l'époque où on avait connu ce variant anglais, arrêter les Eurostars à la frontière, ne pas faire qu'ils se déversent gare du Nord, que les avions arrêtent. Aujourd'hui, on ferme les frontières poliment, avec des tests PCR avant d'embarquer, avec une déclaration sur l'honneur de mise en quarantaine pendant 7 jours, qui va faire ça. Bref, et bien sûr, aucun confinement avec les pays européens. Tout ça, c'est pour les pays extra-européens. Il y a un vrai problème dans ces gestions de crise, c'est l'Europe. C'est la façon dont l'Union européenne a commandé les vaccins, organisant la pénurie de vaccins. C'est aussi la désorganisation des partenaires européens. C'est-à-dire que quand certains confinent, d'autres ouvrent. Là, on voit que les écoles ferment partout ailleurs, les universités ferment. Nous, on reste ouverts et on va ouvrir les universités, quitte à confiner après. Donc, il y aura toujours un temps de retard. Donc, si on est sérieux, soit on a une politique effectivement au niveau européen. Et d'ailleurs, l'Union européenne, la Commission européenne réfléchit d'ailleurs dès 2019. J'ai partagé un document sur les réseaux sociaux il y a quelques temps sur une stratégie vaccinale. Donc, troisième trimestre 2019, il y a un plan européen de vaccination, pas sur le Covid, sur toutes les maladies à vaccin, pour créer un passeport vaccinal européen, une carte de vaccin européen. C'est écrit noir sur blanc à horizon 2022. Donc si on veut faire ça, alors à ce moment, il faut coordonner également les confinements, coordonner cette réponse sanitaire et fermer les frontières intra-européennes et pas seulement extra-européennes. Ou alors, on laisse les gens tranquilles et on les laisse vivre. Et je crois que là, c'est la question qui va se poser. Le risque-bénéfice de ces mesures liberticides va arriver à un point de rupture
où les Français ne vont plus du tout accepter ces mesures parce qu'ils veulent se rendre compte qu'elles sont inefficaces, qu'elles les rendent neurasthéniques et qu'elles sont en train de les rendre aussi sans emploi. Donc il va falloir trouver d'autres solutions que celle-ci le vaccin, s'il en est une, n'est pas la seule et loin de là puisque le patron de Moderna a expliqué que même avec les vaccins, le virus continuera d'être là et qu'il faut continuer d'avoir des gestes barrières, que ce soit le masque ou le lavage de mains ou la distanciation. Donc on est loin d'être sorti de cette crise sanitaire, mais la gestion par les mesures liberticides ne peut pas continuer. Je crois que c'est une des grandes choses qui doit être retenue parce que ces conseils de classe hebdomadaires n'ont pas d'autre chose que de préparer les Français au pire systématiquement. Alors un tout dernier mot justement sur cette campagne de vaccination qui, si elle ne réglera pas le problème de cette épidémie, elle est en tout cas source d'espoir et de perspective selon les termes de Jean Castex. Il précise qu'à la fin de ce mois de janvier, nous devrions être au-dessus du million de vaccinés parce qu'en fait il y aurait beaucoup moins de pertes dans les doses de vaccins reçus. Il annonce également que dès lundi, la vaccination sera ouverte aux personnes présentant une pathologie à risque si elle est liée au Covid-19. Est-ce que finalement de jour en jour, cette campagne de vaccination ne sera pas amenée à accélérer ? Mais heureusement qu'elle accélère et heureusement qu'il y a eu autant de critiques. Quand j'entends des ténors de la majorité dire que certaines critiques de l'opposition sont antipatriotiques, non, heureusement qu'il y a des critiques pour leur faire un peu bouger plus rapidement leur incurie et leur façon de gérer cette crise de manière totalement déconnectée. Heureusement qu'il y a des profs qui sont en train de hurler pour dire on veut recevoir nos étudiants à l'université, on a besoin de les aider, on a besoin d'être là pour que le travail soit fait. Heureusement que les critiques sont là pour les pousser à travailler, à faire correctement les choses. Si la campagne de vaccination accélère, rappelez-vous les déclarations. Mi-décembre, c'était censé être fin décembre, quasiment déjà 1 million de doses, 500 000 doses qui étaient reçues par semaine, etc. On est loin du compte parce que, bien sûr, les vaccins sont en retard, parce que les producteurs de vaccins aussi mettent beaucoup de temps, et puis parce qu'on est encore en négociation et on attend d'autres candidats vaccins aussi qui vont arriver sur le marché européen. Donc, une fois qu'il y en aura suffisamment, on va pouvoir vacciner. Mais encore une fois, le vaccin n'est pas la solution totale à la crise. Le résultat qui va sauver ce vaccin, ça va permettre effectivement d'éviter qu'il y ait trop d'hospitalisation, mais sur la propagation du virus, on reste dans le doute le plus total et puis on n'a pas encore le recul nécessaire dans les études qui ont été faites par Pfizer, BioNTech et les autres sur le long terme et les effets à long terme et la protection vaccinale, les anticorps de cette nouvelle technologie de l'ARN messager. Donc encore une fois, c'est pas forcément, bien sûr c'est une bonne nouvelle, mais ce ne sera pas la solution ultime de cette crise sanitaire. Alors vous l'avez évoqué rapidement, le Premier ministre suivi du ministre de l'Éducation l'ont confirmé tous les deux, les établissements scolaires vont finalement rester ouverts. Oui, et on voit bien que pour La République En Marche, les établissements scolaires font office de garderie. Et l'idée, c'est de ne pas fermer les écoles pour que les parents puissent travailler. Et peu importe si ce variant anglais circule davantage chez les plus jeunes, s'il est plus virulent, on reste toujours avec des mesures à demi-mot. L'aération, les classes restent telles qu'elles sont. On va étaler le temps de cantine. Laisser les cantines ouvertes, c'est une bonne chose pour les élèves les plus défavorisés, qui puissent avoir un repas, un bon repas une fois par jour. C'est un choix qui est fait. Est-ce que les professeurs aussi vont avoir droit au vaccin en priorité, vu qu'ils sont, eux, face à élèves et sans masque toute la journée? La question est aussi sur la table. Donc c'est un choix politique de laisser les écoles ouvertes, même si on sait que c'est des lieux de contamination qui propulsent ce variant anglais extrêmement contaminant à l'échelle nationale. Donc un choix comme un autre qui nous emmène potentiellement vers un confinement d'ici une quinzaine de jours. Et du côté des étudiants, à partir du 25 janvier, reprendront par demi-groupe les travaux dirigés pour les étudiants de première année. C'est une reprise là aussi très progressive. On entend parler ces derniers jours d'une situation parfois très difficilement vécue par les étudiants qui se retrouvent isolés. Les étudiants qui vivent seuls, certains qui payent un logement pour faire leurs études, loin de leurs parents, alors que les études se font à distance, ceux qui ne peuvent pas avoir de petits boulots, qui sont obligés d'avoir recours aux banques alimentaires, qui sont dans la précarité la plus totale, également ceux qui tentent de se suicider ou qui se suicident malheureusement, qui sont dans une détresse psychologique énorme, ont besoin de liens sociaux. C'est un âge où on a besoin
de se faire des amis, de vivre, d'avoir cette chance de pouvoir échanger, d'étudier. Et là, on a une mesure cosmétique pour dire on a entendu votre détresse, professeurs et élèves, et donc on va rouvrir les premières années, les TD, le 25 janvier, donc d'ici une semaine, pour voir un peu ce que ça donne. Mais c'est anecdotique, c'est vraiment cosmétique pour dire bon, on fait un test et on va voir. Mais on est loin d'une ouverture des universités telle que demandée par tous, en disant on doit continuer de pouvoir travailler parce que les jeunes sont les moins touchés par ce virus, parce qu'ils ont besoin de ce monde social. Or, aujourd'hui, toute la politique sanitaire vise à détruire le lien social sans pour autant montrer des résultats sur le plan sanitaire quant à la propagation du virus. C'est extrêmement inquiétant et ça montre que les gouvernements, et pas seulement le gouvernement français, là en l'occurrence, sont assez loin du compte quant à la gestion efficace, utile de cette crise sanitaire. Et merci beaucoup pour votre analyse, Alexis Poulain.